Bonjour, vous êtes bien devant votre téléviseur en train de regarder l'interview et aujourd'hui je reçois Alain Marron. Alain Marron est député régional, conseiller communal à Saint-Gilles également. Absolument. Mais aujourd'hui, c'est en tant que spécialiste au sein d'Ecolo de tout ce qui est données publiques, vie privée et problématique de la protection des données, la protection de la vie privée, que vous intervenez. Vous voulez, vous et les autres écologistes, déposer dans toutes les assemblées des lois pour encadrer les données publiques et ce qu'on appelle l'open data. L'open data. Quel est votre objectif en fait en la matière? C'est les rendre encore plus publiques ces données? Alors oui, en fait, ce que nous voulons, c'est une véritable politique de données publiques ouvertes. C'est-à-dire que les citoyens aient accès en fait aux données qui sont produites par les services publics et les administrations publiques. Et ces données, il y en a beaucoup en fait, on ne s'en rend pas compte, mais il y a évidemment des données qui sont élémentaires, comme qui sont relatives au travail du gouvernement, au travail du Parlement. Qu'est-ce qu'on fait en fait dans un gouvernement et qu'est-ce qu'on fait dans un Parlement? Il y a plein de ces données qui sont difficilement accessibles. Par exemple, vous n'avez même pas, vous, comme journaliste, accès aux ordres du jour du gouvernement, ce qui est un peu absurde, en tout cas en région bruxelloise, contrairement à ce qui se passe ailleurs. Oui, pour le gouvernement fédéral, par exemple, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on reçoit un ordre du jour. Mais pas à Bruxelles. Non. Non. Donc ça, voilà, c'est un exemple basique. Mais il y a évidemment beaucoup d'exemples qui concernent aussi assez directement les citoyens, comme des données relatives à la mobilité, des données sur l'environnement, sur la pollution, des données urbanistiques, les données relatives aux places dans les écoles ou dans les crèches, des tas de données comme ça qui pourraient être très utiles pour les citoyens, mais aussi pour les associations, pour les journalistes, pour les chercheurs et pour les entreprises. Et donc, ce que nous voulons, c'est une véritable politique, une véritable stratégie d'ouverture et de mise dans le donné public de ces données qui sont gérées par les services publics. Mais Alain Marron, aujourd'hui, la situation, c'est que on peut faire un peu ce qu'on veut et que chaque institution publique décide elle-même ce qu'elle donne comme données publiques. Il y a quand même un cadre européen qui est prévu pour cela. Alors, il y a une directive européenne. On a jusqu'à 2020 en fait pour la transcrire dans les lois nationales. Et la transposer dans les lois nationales, mais nous voulons accélérer les choses et que dès maintenant, au niveau fédéral, au niveau bruxellois, au niveau wallon et au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, où nous avons déposé des textes, on mette en œuvre une stratégie tout de suite. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce que nous demandons, c'est qu'il y ait dans chacune des entités, par exemple ici à Bruxelles, un monsieur ou une madame donnée, qui sont engagés, un administrateur général des données, qui soit en charge d'élaborer une stratégie. Comment est-ce qu'on va faire pour que les données de l'urbanisme, de Bruxelles Environnement, de CityDev, les données des administrations communales, etc., comment est-ce qu'on va mener une stratégie pour que toutes ces données soient accessibles? Comment est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce qu'on va faire ça progressivement? Comment est-ce qu'on va mettre ça en œuvre? Et puis ce que nous voulons aussi, c'est qu'il y ait un portail qui soit dédié sur les sites régionaux. Et à partir de ce portail, qu'on puisse accéder à partir de ce portail à l'ensemble de ces données ouvertes. Et troisième élément que nous voulons, c'est qu'il y ait des licences d'utilisation qui soient claires et les plus ouvertes possibles. C'est-à-dire que les données soient d'abord en format vraiment utilisable par les gens et par des machines, donc pas des données fermées, mais des données vraiment ouvertes, pas des données figées, mais des données qui puissent être ouvertes par un autre ordinateur, en fait, et qu'il y ait une licence d'utilisation, que ce soit clair. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données-là? Et nous voulons que l'utilisation de ces données soit la plus ouverte possible. Donc, que ce soit à la fois ouvert, mais encadré. Donc, par exemple, BX1 pourrait décider de mettre sur son site Internet toute une série d'informations publiques, bien sûr, de données urbanistiques ou de nombre de places dans les écoles, comme vous disiez. Bien sûr. Là, il faudrait à ce moment-là passer une espèce de contrat, utiliser une licence spécifique pour que ce soit bien encadré. Il faut que la région, en fait, mette sur chaque donnée une licence qui dit qu'est-ce que vous pouvez faire avec cette donnée-là, en fait. Et vous n'avez même pas à passer de contrat. Vous utilisez la donnée, mais en utilisant cette donnée, vous engagez à respecter la licence d'utilisation, qui dit que vous pouvez reproduire ou pas la donnée, la modifier ou pas, citer la source ou pas. Alors justement, quand on remplit des documents pour l'administration, il y a des données très privées que l'on donne. Donc, quelle est la frontière entre cette transparence des données publiques et le respect de la vie privée? Comment vous voyez cela? Ce qui est assez clair, c'est qu'il y a, dans ces données qui doivent être ouvertes, il ne peut y avoir évidemment aucune donnée d'ordre privé. C'est très clair.
des données urbanistiques, elles concernent un bien. La pollution atmosphérique, elle concerne la pollution atmosphérique ou sonore dans une rue. Ce ne sont pas des données d'ordre privé. Le nombre de places qui restent dans une école ou dans une crèche, ça n'est pas une donnée privée. Où en est le trafic sur la ligne du bus 71, ce n'est pas une donnée privée. Ce sont ces données-là qu'on vise. Évidemment, pas du tout les données qui touchent directement aux personnes. Et si on parle de données statistiques, par exemple sur la santé, parce qu'il y a beaucoup de données sur la santé ou des données épidémiologiques, comme on dit, mais évidemment, il s'agit de données globales et jamais de données individu par individu. Ces données-là, évidemment, sont d'ordre privé. En aucun cas, elles ne peuvent être échangées vers l'extérieur. Donc la frontière est assez simple. Normalement, la frontière est assez simple et assez claire. De toute façon, il y a une loi sur la protection de la vie privée au niveau de la transmission des données. Il est évident que cette loi doit être respectée. Alors, il y a un exemple qui pourrait être merveilleux en matière de données publiques et de l'accès à ces données publiques, c'est l'exemple de la mobilité. Et vous avez vous-même un peu surfé sur un exemple qui existe déjà, une application réalisée par des jeunes qui s'appelle NextRide et qui permet de savoir quand arrive le prochain bus, le prochain tram ou le prochain train et de faire tout son itinéraire. Et donc, ils ont besoin de toutes les données publiques. En fait, eux, pour que leur application fonctionne vraiment tout à fait parfaitement, et elle est déjà très belle, elle fonctionne déjà très très bien maintenant, elle s'appelle NextRide, et vous pouvez l'essayer, ou les téléspectateurs peuvent l'essayer, il faut qu'ils aient des données ouvertes de la part des techs, de la STIB et de la SNCB, et des données en temps réel. On parlait du bus 71 tout à l'heure, où en est-il dans son parcours, etc. Ces données en temps réel sont produites par la STIB, mais jusqu'à présent, elles ne sont pas ouvertes. On peut apparemment essayer de s'arranger pour y accéder quand même, mais elles ne sont pas réellement ouvertes et utilisables par une application autre que celle de la STIB. Or, leur application à eux, elle fournit d'autres choses, puisqu'elle permet d'accéder aux données non seulement de la STIB, mais aussi des techs, de la SNCB, des stations vélo ou d'autres stations de vélo partagées. Bref, ils offrent un produit que n'est pas capable d'offrir la STIB. Et c'est un produit d'utilité publique et intéressant. C'est des jeunes qui démarrent une start-up, ils font un produit qui vraiment a de la gueule, est intéressant, est utile, ils ont beaucoup de téléchargements, mais pour que cette application puisse vraiment fonctionner et s'épanouir plus encore, il faut qu'il y ait des données ouvertes de la STIB et de la SNCB, par exemple, qui ne les ouvrent toujours pas vraiment actuellement. Alors, ces données peuvent être utilisées aussi de manière commerciale, donc peuvent être commercialisées. C'est une valeur, les données. Je crois que vous disiez que c'est un peu le pétrole des années actuelles. Et là, ça peut être une ressource supplémentaire pour l'État, les données publiques ? De prime abord, nos projets prévoient que l'État ou les administrations puissent vendre les données, mais uniquement au prix de revient. C'est-à-dire que ça ne devienne pas une source de revenus complémentaire pour elles. Si vous voulez, toute proportion gardée, quand l'État investit dans des réseaux de télécommunications, ce qu'il a fait massivement, ou dans des autoroutes, on ne se pose pas la question de savoir si ces infrastructures-là vont permettre éventuellement à des sociétés privées de faire du bénéfice, mais c'est le cas. Les autoroutes, ça rapporte à du secteur privé, ne fût-ce que celui du transport. Mais pourtant, c'est bien normal que l'État investisse dans des autoroutes. Et donc, l'ouverture des données, c'est la même chose. Ça sert aux citoyens, ça sert aux chercheurs qui font des recherches universitaires, ça sert aux journalistes qui veulent faire du fact-checking, donc vraiment agglomérer, dire tiens, tel politique a dit ça, mais quels sont les chiffres en fait? Où est-ce qu'on va trouver les chiffres? Et le faire, mais ça peut évidemment aussi servir aux entreprises. Et aux entreprises, éventuellement, pour faire du bénéfice, ça n'est pas en soi un problème. Mais ce n'est pas en soi non plus une recette nouvelle. Non, alors on peut imaginer que les pouvoirs publics revendent ces données, mais ils doivent le faire à prix coûtant. Alors, vous savez, on parle de mobilité, et la mobilité, c'est vrai que pour l'open data, c'est une mine, c'est clair, mais pour les Bruxellois qui nous regardent, c'est aussi un gros problème. Absolument. Alors, le chef de file de Groen, Bruno Delisle, a donné quelques interviews au début de semaine dans lesquelles il disait on a un plan en 10 points avec Écolo, où on prévoit la mobilité des années à venir, et en matière de tunnels, dans 10 ans, il n'y en aura plus, on va tous les fermer. C'est votre avis, à vous aussi, chez Écolo? Alors, il n'a pas dit exactement les choses comme ça. Il les a reprécisées par la suite. Maintenant, il les a dit, mais il a précisé, en fait. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est un peu plus compliqué que ça, et c'est pas tout à fait une volte-face. Mais soit. Ce qu'on assume tout à fait pleinement et tout à fait clairement, c'est le fait qu'il faut étudier tunnel par tunnel l'opportunité ou pas que ça a de le rénover, au regard du coût, de ce que ça va coûter. Un certain nombre de tunnels coûtent... si on prend l'ensemble du coût
de la rénovation des tunnels, comme on est en train de l'extrapoler maintenant, Oui. ça coûte plus cher que de terminer le RER, par exemple. Donc en gros, quel choix est-ce qu'on va mener? Et il faut vraiment analyser tunnel par tunnel s'il est opportun ou pas de faire la rénovation. Et sur certains tunnels, on se rend bien compte que ça va coûter horriblement cher. Et c'est vrai que nous, de prime abord, par exemple sur le tunnel Léopold II, se dire, tiens, mettre des centaines de millions d'euros, parce que c'est ça dont il est question, des centaines de millions d'euros, pour faire une rénovation de ce tunnel qui est un tunnel de pénétration de l'autoroute dans la ville, parce que c'est ça le tunnel Léopold II, pour nous, de prime abord, ce n'est pas un bon choix. Il faut réfléchir autrement, il faut réfléchir à un autre type de mobilité. Donc Voilà. c'est plutôt une position au cas par cas, hein, et non pas une position générale sur l'ensemble des tunnels bruxellois. Mais maintenant, il est évident que si on met en œuvre toutes nos autres propositions, c'est-à-dire qu'on sort du système de voitures de société pour permettre aux gens d'avoir des cartes hypermobiles ou de financer un package global de mobilité avec lesquels les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, y compris ne pas avoir une voiture de société, qu'on arrête d'avantager fiscalement la voiture de société, qu'on avantage les transports en commun, qu'on finalise le RER, qu'on fait le REB, le fameux réseau express bruxellois que nous avions proposé il y a déjà plusieurs années. Donc on utilise l'infrastructure en train à l'intérieur de Bruxelles pour les déplacements à l'intérieur de Bruxelles. Si on met en œuvre tout ça, des réseaux de bus express, de tram express qui ne coûtent pas très cher... On aura besoin de moins de tunnels. On a évidemment besoin de moins de tunnels et de moins en moins de tunnels. Ce sont les solutions technologiques des années 50, 60, ces tunnels. Même si on a continué à en ouvrir jusque dans les années 90, ou même encore plus récemment, en attendant, on ne va plus faire la ville de demain avec ça, hein. Il faut pouvoir se le dire. La ville de demain, elle ne va pas ressembler à une ville avec des tunnels partout, utilisée par beaucoup de voitures. C'est juste pas possible. Mais il y a la ville d'aujourd'hui. Et la ville d'aujourd'hui, c'est encore des travaux, sans doute pour Pacheco. Et alors, le fameux tunnel Stéphanie. Alors, vous êtes de Saint-Gilles. Donc, Saint-Gilles et Ixelles sont victimes de cette fermeture, de cette demi-fermeture du tunnel. Comment ça se passe à Saint-Gilles, justement? Pour le moment, ça ne se passe pas bien du tout, parce qu'en fait, cette fermeture n'a évidemment pas du tout été préparée. Elle arrive comme ça brutalement. On dit aux gens, ça va être fermé quelques jours, et puis on dit quelques jours plus tard, ça va être fermé pour 1 an. Et donc, effectivement, personne n'est préparé, ni les autorités locales, ni les automobilistes, ni la STIB, ni même la police. Personne n'était prêt, et donc, passez mon expression, mais ça a été un gros bordel. Les choses s'améliorent tout doucement avec les mesures qui sont mises en place par Bruxelles Mobilité maintenant et par le fait que les automobilistes ont changé un peu leurs habitudes. Néanmoins, la pression automobile reste très forte sur Ixelles et sur Saint-Gilles. Mais vous êtes inquiet pour les commerçants, par exemple, parce qu'il y a des zones où on ne va plus aller parce que c'est trop difficile d'y accéder? Ce qui est clair, c'est que si on décidait de fermer un tunnel comme celui-là, et de prime abord, nous ne pensons pas chez Écolo que le tunnel Stéphanie soit un tunnel à fermer prioritairement par rapport au tunnel Léopold II, par exemple. Pour nous, le tunnel Stéphanie, il a un intérêt même dans les déplacements intra-bruxellois. Ce n'est pas qu'un tunnel pour les nafteurs, le tunnel Stéphanie. C'est un tunnel largement utilisé par beaucoup de gens, y compris à l'intérieur de Bruxelles. Et donc, oui, il y a évidemment une inquiétude par rapport à une fermeture qui a été faite brutalement sans aucune préparation. Et donc, effectivement, je comprends que les commerçants soient inquiets. Et de fait, je pense qu'un certain nombre d'entre eux voient leur chiffre d'affaires baisser. Ça ne va pas. Par contre, c'est vrai qu'il y a quelques années déjà, on avait proposé de réfléchir à la piétonisation ou la semi-piétonisation de la chaussée de Charleroi et du Goulet-Louise. En gardant le tunnel, à ce moment-là, il n'était pas question de le fermer, mais ces modifications importantes de la surface auraient été préparées, anticipées, accompagnées, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Dernière toute petite question, très rapide. Vous avez suivi les mésaventures de BX1 et de Facebook, où c'est assez difficile de changer le nom d'une page Facebook de Télé Bruxelles en BX1. Il faut faire attention à ces géants multinationaux et américains de l'Internet. En fait, c'est des grandes boîtes noires, c'est le problème. L'administration, on a parlé de l'open data, ça c'est une boîte noire de l'administration, mais les grandes entreprises comme Google ou comme Facebook, ou Airbnb ou Uber, dont on parle beaucoup, c'est ça le vrai problème, c'est qu'on ne sait pas accéder à leurs données, on ne sait pas vérifier. Et donc voilà, ce sont des sociétés privées qui gardent leurs prérogatives et leurs pouvoirs, et c'est très difficile de les faire changer. Alain Marron, merci et à demain pour une autre interview. Au revoir.